Bonjour et bienvenue dans Clap, le podcast Ciné Sam. Je suis Sam et je suis en compagnie de Oli, mon invité. Bonjour Oli. Bonjour Sam. Voilà. Alors pour connaître notre invité un peu mieux, je propose cette fois-ci un questionnaire de Proust version ciné. Alors pour ceux qui ne savent pas, le questionnaire de Proust a été inventé par Marcel Proust, l'écrivain français très célèbre. Et dans ce questionnaire, en fait, il pose des questions pour mieux connaître quelqu'un ou pour se connaître soi-même. Hein, quelle est ta couleur favorite? Quel est ton fruit favori? Des choses comme ça. Et ici, j'ai créé un questionnaire version cinéma. Donc, le but est de répondre le plus rapidement possible, enfin, plus rapidement, du tac au tac, vraiment au débeauté, comme on dit, et pour voir un peu faire ta connaissance de façon avec la facette cinéma. Ok, Est-ce que tu es prêt? on va essayer. Oui. Ok. La première question, quel est ton réalisateur ou ta réalisatrice favori ou favorite, si tu en as un ou une? Il y en a trop. Je sais pas répondre à une personne en particulier. Il y en a trop. Ok, ça se comprend aussi, j'aurais répondu la même chose. Deuxième question, si tu pouvais réaliser un film, tu irais vers quel genre ou quel univers? Je pense l'horreur ou le fantastique. Ouais, Voilà. très bien. Alors, troisième question, quel personnage de cinéma te ressemble le plus, ou en tout cas celui auquel tu t'identifies souvent? C'est des cols, je sais pas. C'est le but du questionnaire, hein, d'école. Le personnage auquel je m'identifie le plus. Tu as un droit à un joker, hein, si jamais. Il reste 6 questions après. Je m'identifie pas vraiment à un personnage en particulier. Peut-être quand j'étais plus jeune, un peu à Harry Potter, parce que j'avais un peu la même dégaine, la mèche, les lunettes. Mais à part ça, je m'identifie à personne en particulier. Ok, très bien. Quatrième question, y a-t-il une scène de film que tu portes toujours avec toi, une que tu n'oublieras jamais? C'est peut-être un peu plus facile, ça. Oui, mais est-ce que je dois dire la scène en question? Je dois. Ah oui, le but c'est de dire cette scène-là, oui. De la raconter en 2 mots. Moi, l'une des scènes qui me vient à l'esprit, c'est la scène de l'évasion de Tim Robbins dans Shawshank Redemption, où on découvre enfin comment il a fait pendant 20 ans à creuser un tunnel et qu'il arrive enfin à s'extirper de ce tunnel et qu'il arrive au bout de cet égout parce qu'il passe par l'égout, il arrive dans une flaque d'eau parce qu'il pleut à torrent dehors. Et tu le vois se lever, tu le vois lever les bras vers le ciel et la pluie qui tombe sur lui et c'est juste une scène magnifique, quoi, avec une musique incroyable. Donc cette scène m'est restée et je crois qu'elle est restée dans la tête de beaucoup de gens. C'est intéressant parce que je n'ai pas vu le film, donc je ne vois pas la scène, mais donc voilà, quelque chose encore à rajouter dans mon to-do list. Désolé. Pas de souci. Honte à moi, hein, on dira ça comme ça. Question 5, si on passe à la question suivante. Quelle musique de film te transporte à chaque fois, peu importe ton humeur? La musique de Gladiator et encore la musique de Shawshank. Ok, c'est vraiment ce film-là. Et ben, le réalisateur de ce film-là, c'est qui? C'est Frank Darabont. Ah oui, ok, oui, ça, je connais ce nom. Et ça aurait pu être la réponse à la question 1, du coup, peut-être. Ou pas vraiment. Ah oui, ça aurait pu, effectivement. Ouais, tout à fait. Question 6. Ouais. Si demain le cinéma disparaissait, quelle image garderais-tu en mémoire comme symbole de cet art? Comme symbole, C'est difficile, hein, comme question. j'en ai aucune idée. Ok, Je sais pas. je passe. Un acteur ou une actrice qui t'inspire profondément, pas seulement pour son jeu, mais pour ce qu'il ou elle dégage. Je me rends compte que j'ai davantage de- d'attirance vers les performances féminines. Donc j'aime beaucoup Charlize Theron, Mhm. autant dans son jeu que dans la façon dont elle incarne les personnages, toujours avec un peu avec férocité, comme ça, et ça j'aime beaucoup. Jessica Chastain aussi, j'aime beaucoup. Mhm. Et en homme, Ah, il fallait juste une personne, hein, voilà. t'as déjà dit 2, donc c'est Ouais, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on digresse un petit Oui. peu et on a envie de pas de souci, oui, c'est vrai, on essaie de tout faire, hein. de Ici, c'est vraiment... performances d'autres qui nous ont marqués. Ici, il faut choisir, c'est assez arbitraire parce que parfois c'est difficile de choisir. Ouais. Peur aussi, par exemple. Oui, voilà. Mais bon. Tout à fait. On pourra en citer des dizaines, hein. Tout à fait. Plus que 3 questions. Quelle période de cinéma te parle le plus? Les classiques, le cinéma des années 70 ou les œuvres d'aujourd'hui? Années 70, c'est années 70 pour nos amis français qui nous écouteraient. J'aime beaucoup le cinéma des années 40 à 50, début 60. À partir des années 70, il y a de très très bons films, mais c'est quand même une période qui me parle moins.
Donc c'est plus le golden age du cinéma. J'aime beaucoup les classiques, tout ce qui est comédie musicale et tout ça. On va zapper tout ce qui est années 70, on revient à 80 et ensuite après à aujourd'hui. Voilà, dans un ordre de préférence. Ok, très bien, merci. Plus de 2 questions. Si ta vie était un film, quel en serait le titre? Ça peut être amusant, hein. Il te reste toujours le joker, hein, si jamais. Ma vie est un enfer? C'est vraiment un titre de film, La vie est un enfer? Ma vie est un... Oui, c'est un film avec Josiane Balasco, hein, où elle fait un pacte avec le diable qui est incarné par Daniel Auteuil. Je crois qu'il date de 89 ou 90. Ouais. Oui, je ne l'ai pas vu, je pense pas l'avoir vu, mais ça me dit quelque chose en effet. Non, mais après, c'est vraiment. Je plaisante, ma vie n'est pas un enfer, mais bon, quoi que. Non, c'est pour l'humour. Ouais. Et alors, Mais c'est vrai que c'est dur comme ça de lever un. Non, ma vie est un enfer. en fait. Bah, ma vie est un enfer dans le sens, j'ai beaucoup à faire en ce moment, donc c'est un peu galère, mais c'est pas un enfer, c'est pas triste, quoi. C'est ça, ok, je comprends. Et alors la dernière, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un film devient un vrai chef-d'œuvre? Question très difficile. Bah, la façon de filmer, la façon dont quand un film a cette capacité d'être intemporel, et puis après je sais pas vraiment si tout est relatif. Une personne peut trouver qu'un film est un chef-d'œuvre et un autre, ben voilà, ça dépend vraiment de la sensibilité de chacun. Moi et certains pourraient trouver qu'E.T. c'est un chef-d'œuvre, d'autres pourraient trouver que c'est de la niaiserie et voilà, pareil pour Les Dents de la Mer, pareil pour tout ce qui est qualifié un peu de chef-d'œuvre. Donc moi j'ai pas vraiment de j'ai pour moi ce qui sont des chefs-d'œuvre parce que ce sont des films que j'adore et qui me divertissent toujours autant après des multiples visionnages. Mais voilà, je sais pas si au sens propre, ce sont des chefs-d'œuvre. Pour moi, ça en sont, mais je sais pas dire pourquoi. C'est juste parce que je les aime beaucoup et j'aime beaucoup les regarder, j'aime les performances, mais est-ce que dans le fond, ce sont des chefs-d'œuvre? J'en sais rien. Oui, c'est assez subjectif, et c'est pour ça, oui, la question est peut-être mal posée, hein. Je suis désolé si je Non, si je traîne en longueur. pas de problème, hein, on est là pour faire un podcast. Ok, ben merci d'avoir rejoué le jeu et répondu le plus honnêtement possible aux questions, qui n'étaient pas toujours faciles. Mais de rien. Et on enchaîne sur le chiffre du jour, une petite séquence chiffrée. Et moi, je voulais revenir sur la rentabilité d'un abonnement au cinéma. Bon, quand on aime bien le cinéma comme nous, bon, personnellement, je suis abonné à l'UGC. Je ne veux pas faire la pub pour UGC ici, mais ici, c'est juste un exemple, puisque comme je suis dans cet exemple, je peux en parler très facilement. Mais j'ai beaucoup de choses à dire sur l'UGC que je pourrais leur reprocher, donc c'est vraiment pas le but de faire la pub ici. Donc, par exemple, ici, moi, je paye 21,90 € par mois, donc 21,90 € par mois. Et en 2025, j'ai vu 110 films, ce qui fait donc une moyenne à peu près, on va dire 13 € le film à l'époque en 2025, pour un prix de place pleine, un prix plein de la place, pardon, à l'époque. Donc 13 fois 110, on arrive à 1430 € pour une année. Donc ça coûte 1430 € pour aller voir des films pendant un an. Or, avec la carte UGC illimitée, c'est 21,90 € fois 12 mois, ce qui revient à 262,80 € pour une année, ce qui fait 5 fois moins cher. Donc c'est quand même assez rentable quand on est vraiment très intéressé par aller au cinéma souvent. C'est au moins une fois par semaine, je dirais. Ben, c'est assez rentable. Est-ce que tu veux commenter là-dessus? Bah, honnêtement, je suis assez estomaqué parce que j'avais jamais vraiment pris le temps de faire ces comparaisons. Et c'est un gain d'argent. C'est un gain. C'est sûr, j'en reviens pas. Honnêtement, là, tu m'apprends quelque chose. Et voilà, c'était pour ça que je voulais parler de ce chiffre du jour, parce que les gens me disent toujours « Ouais, mais ça coûte cher d'aller au cinéma, t'as vu, on y va à deux, avec les pop-corn, la place de parking, avec les boissons, etc. » Évidemment, ça peut revenir très cher, surtout quand on a des enfants aussi. Mais ici, avec l'abonnement, si on y va vraiment souvent, ça peut être très intéressant. C'est comme l'abonnement à la salle de sport, finalement. Et je voulais juste rajouter aussi qu'il existe d'autres cartes pour le UGC Unlimited, enfin les cartes UGC. Il y a d'autres cartes, comme des cartes de 5 places, par exemple à 9 € la place, qui sont valables pendant 2 mois. Il y a aussi en Belgique le pass Cinéville, qui donne un accès illimité à tous les cinémas indépendants de Bruxelles
pour 22,50 € par mois, pour les plus de 26 ans. Pour les moins de 26 ans, c'est encore moins cher. Et il y a sûrement aussi d'autres bons plans. Donc, si vous avez d'autres bons plans, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Est-ce que tu connaissais d'autres bons plans, peut-être, que je n'ai pas cités maintenant? Non. Non? Ouais. Si, il y a un autre bon plan, c'est aller au cinéma avec quelqu'un qui a la carte UGC illimitée parce que vous avez la place à 9 €. Ah oui, et ça, merci à Sam, parce que j'en profite à chaque fois. J'essaie de faire profiter, oui. Ensuite, nous enchaînons avec la séquence des droits imprescriptibles du cinéphile. On continue ce gros dossier. C'est l'avant-dernière partie de ce gros dossier. Et je vous renvoie bien sûr aux épisodes 2 et 3 de Clap pour les parties précédentes. Le 11e droit, c'est le droit de regarder un film en plusieurs fois. Parce que la vie ne se plie pas toujours au format des films. Donc, c'est pas parfois de pouvoir faire pause. Pour ça, le streaming à la maison, c'est intéressant. Ou pouvoir enregistrer un film à la télévision. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Bah, j'espère qu'on peut utiliser ce droit, parce que moi, c'est ce que je fais chaque fois, honnêtement. Et il m'arrive même de commencer un film et ensuite, après, d'arrêter ce film, de commencer un épisode d'une autre série ou commencer un autre film et puis de revenir sur la deuxième partie du film. Et quand je dis ça aux gens, il y en a qui sont mais estomaqués, ils en reviennent pas parce que ils se disent mais enfin, mais c'est quoi cette façon de voir les films? Il y en a qui détestent ça, et je comprends, hein, mais moi, ça me va très bien. Je sais très bien re-rentrer dedans et j'aime bien commencer à prendre à regarder plein de trucs en même temps et commencer à être dans une mélasse. C'est à la fois, c'est un gros bordel, mais en même temps, ça me convient. Donc, je suis pour ce droit à 100%. Oui, normalement, on doit être pour tous les droits. Hein. C'est positif chaque fois. Très bien, oui. Mais moi, j'essaie de regarder toujours les films en linéaire. Par contre, je regarde plusieurs séries en même temps, ça oui. Mais un épisode à la fois, évidemment. Le 12e droit, c'est le droit de spoiler ou de se faire spoiler, à condition de prévenir ou de l'accepter comme une autre porte d'entrée. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Si la personne demande à être spoilée et comme tu dis que l'autre a bien prévenu en disant tu es sûr, et que la personne dit oui, je regarderai pas le film ou bien ça m'empêchera pas de le regarder et tout, mais vas-y, dis-moi quand même. Alors d'accord, mais spoiler autrement, juste parce que tu as envie d'être taquin et tout ça avec l'autre, je trouve que non, ça se fait pas. Je suis assez d'accord. Oui, non, évidemment, il faut toujours demander l'autorisation avant et dire attention, est-ce que tu veux que je te raconte la fin ou... Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est un droit pour lequel on n'est pas d'accord. Enfin, on est d'accord de dire qu'il faut être d'accord. Oui. Mais bon, on se comprend, tu vois. Oui, c'est façon de parler. Le 13e droit, c'est le droit de préférer une série à un film, ou inversement, car aujourd'hui, les histoires se racontent sur tous les formats. Mais ça a toujours été le cas, je pense, non? C'est juste que les séries on voyait plus le fossé entre séries et films parce que les séries étaient de moins bonne qualité. C'était tourné toujours un peu à la façon de sitcom ou de soap opéra. Oui. Il y avait les musiques un petit peu qui étaient un peu kitsch et qu'on comprenait tout de suite que c'était une série télé. Enfin, voilà, il y avait les fondus au noir toutes les 5 ou 6 minutes à cause de la publicité, ce qu'il n'y avait pas dans les films. Donc là, maintenant, les séries sont vraiment devenues comme des petits films de cinéma. Il y a autant il y a oui, il y a de très grands acteurs de cinéma maintenant qui passent d'une série à un film et puis qui reviennent. Genre Nicole Kidman, par exemple, elle n'arrête pas de jongler entre l'un et l'autre. Voilà, ils sont je les compte plus. Il y a Halle Berry, Sandra Bullock, Julia Roberts même qui a fait une série. Donc c'est devenu la norme mais oui, je suis tout à fait d'accord. Mais même à l'époque, hein, il y avait certaines séries que je préférais à des films. C'est juste que, voilà, t'avais un peu plus honte de préférer une série parce que c'était toujours un petit peu plus un guilty pleasure, tu vois? Un peu plus oui, voilà. C'était toujours plus classe d'apprécier un film plutôt qu'un soap opéra ou un truc comme ça, genre Beverly Hills ou Melrose Place. Donc oui, d'ailleurs, je suis un très grand fan de Melrose Place et de Beverly Hills, toujours à l'heure actuelle. Et je préfère ces 2 séries à d'innombrables autres films et d'innombrables autres chefs-d'œuvre, et je le revendique. Ouais. Oui, c'est vrai que les séries étaient vues un peu plus comme quelque chose de plus populaire dans le sens des masses plus
plus laborieuse, on va dire, et que le cinéma était plus vu comme quelque chose d'élitiste, hein. Alors que maintenant, je pense qu'ils sont à peu près au même niveau, voire même le contraire, que le cinéma. Ouais, non, je ne sais pas encore. Je ne sais pas dire si c'est. Ça dépend quel genre de cinéma, je dirais peut-être. Ça, on en reparlera dans un autre droit, où on l'a déjà fait. Le 14e droit, c'est le droit de parler pendant le film, si tout le monde est d'accord, parce que commenter, rire ou réfléchir à voix haute peut faire partie du plaisir. Le cinéma, avant tout, c'est un divertissement de groupe. C'est pas spécialement individuel, sauf si on est à la maison tout seul. Mais ici, le but est de dire que le cinéma, c'est quelque chose de collectif, et donc d'être dans une salle avec d'autres personnes, c'est sentir un peu la salle. Et si par exemple quelqu'un rit, ça peut engendrer le rire aussi chez soi-même, et ainsi de suite. Ça dépend Ça dépend. la situation. Si on est à une soirée pyjama ou bien si on est chez un pote et qu'on a prévu de regarder un film et en buvant des bières ou en mangeant quelque chose, oui, on peut parler parce que parce qu'on est chez l'autre, enfin on est chez la personne et c'est un petit peu parce qu'on a envie d'être ensemble et tout ça. Mais au cinéma même, dans une salle de cinéma, oui, quand quelque chose te fait rire, quand quelque chose t'effraie ou quand quelque chose t'émeut, oui, tu peux montrer que tu rigoles et que tu es ému. Mais après, il faut pas commencer à raconter sa vie. Non. Ce qui arrive maintenant, j'ai envie de dire à 99% du temps au cinéma. Les Gen Z et même certains millennials, quand ils vont au cinéma, c'est comme s'ils étaient, pour eux, il n'y a pas de différence à être chez eux devant Netflix. Il y en a certains qui mettent leurs pieds sans godasse sur le fauteuil de devant. C'est un calvaire. Oui, non. Donc non, moi je ne suis pas d'accord. Non, ici, attention, hein, je comprends ce que tu dis, que parler autre chose que du film, on est d'accord, c'est pas un bon comportement. Ici, vraiment, c'est parler du film, donc c'est commenter, tiens, ah oui, tiens, celui-là, je l'ai déjà vu dans telle série, par exemple, ou celle-là. Mais ça, encore une Oui. fois, ça dépend de comment la personne, parce qu'il y a certaines personnes qui aiment parler pendant les films et t'en as d'autres qui ont envie d'aller bon film et ensuite après on en reparle à la fin et t'en as d'autres qui aiment parler pendant que la scène se passe. Donc il faut un petit peu, C'est pour ça que j'ai mis si tout le monde est d'accord. oui c'est ça, il faut un peu voir quel genre de personne tu as autour de toi. Tout à fait, oui, en fonction des gens, il faut connaître les amis avec qui on regarde le film. Et le 15e droit, c'est le droit de tomber amoureux d'un personnage, amoureux ou amoureuse, d'un personnage ou d'un acteur ou d'une actrice, même si c'est cliché, irréaliste ou pas le meilleur rôle. Voilà, c'est pour s'évader un petit peu, échapper à la réalité. Est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Moi ça m'est jamais personnellement arrivé de tomber amoureux d'un personnage dans un film, quoique peut-être pour Titanic à l'époque, quand je voyais Kate Winslet, là vraiment je la trouvais très très belle. Mais je pense qu'à part ça, ça m'est jamais arrivé, mais oui, c'est tout à fait compréhensible. Ça peut arriver à plusieurs personnes, hein. Ok, voilà, c'est ce qui termine la 3e partie des droits imprescriptibles. La 4e et dernière partie sera pour le prochain podcast. Nous passons à notre petit jeu, cet épisode de podcast. Et cette fois-ci, je vous propose le jeu du saladier, qui a été inspiré par le podcast Calmos, que vous suivez peut-être. Donc le jeu du saladier, ici moi j'ai pas de saladier, mais le principe c'est de prendre des mots dans un saladier qu'on tire au sort. Et avec ce mot, ça nous fait penser à une scène de film, un accessoire symbolique dans une histoire de film, ou un titre de film. Et donc on parle là-dessus, on digresse un petit peu, et on peut s'avancer là-dessus dans ce jeu. Voilà, ici, je vous propose de prendre 3 mots au hasard. Donc, je n'ai pas de saladier, mais j'ai un générateur aléatoire en ligne. Et donc, je propose, si tu es d'accord, de commencer. On va lancer le premier mot. Alors, j'ai choisi genre masculin et féminin pour les mots. Et j'ai coché la case « Générer uniquement des mots fréquemment utilisés » parce que si on se retrouve avec un mot scientifique un peu compliqué, ça va être Ok, difficile. ça doit être quoi? Ça doit être du tac au tac aussi ou bien... Non, on peut prendre un peu de temps pour réfléchir, hein. Je lance. Le premier mot au hasard, c'est « instituteur ». Moi, je pense facilement à... Il y a un film avec Coluche, mais j'oublie son nom. C'est l'Instit, je crois. Il y a l'Instit Gérard Klein, c'était la série. C'est Gérard Klein, oui. Mais là, il me semble que Coluche a joué à un Instit aussi. Est-ce que c'était pas Ciao Pantin? Je ne sais plus. Il me semble. Je suis pas David, je ne l'ai pas vu, donc je ne vais pas
confirmer. Ouais. Mais quand tu as dit ça, le film avec Coluche, j'ai tout de suite pensé à ce titre aussi. Ouais. Ok. Je crois que c'est celui-là. Et donc moi, le mot, ça me fait penser à la saga de films de Substitute. Donc le premier, je crois qu'il date de 96, donc c'était avec Tom Berenger. Mhm. Et ensuite, après, il y a eu 3 suites directes ou vidéo, parce qu'à l'époque, c'était pas encore les DVD, avec Treat Williams. Et c'est chaque fois dans un instituteur, donc un substitut, un instituteur remplaçant, Oui. qui vient dans une école difficile, avec tous des gamins qui font partie de gangs, et voilà, où il y a des meurtres. Voilà. Et donc lui vient pour essayer de régler les problèmes qui s'y trouvent. Mais donc c'est plus thriller, hein. On est très loin de l'instit avec Gérard. Oui, c'est pas du tout le même genre, oui. Donc c'est une petite saga de série B, comme je les aime, et ça me fait tout à fait penser à ça. Voilà. Bah, je rebondis parce que ça me fait penser à 2 autres choses. J'ai vu récemment qu'il y a une série, je pense que c'est sur Netflix, mais français, avec Alexandre Cominec, le comédien humoriste. C'est aussi un instituteur qui vient dans un lycée, mais j'ai pas vu la série, hein. Il vient dans un lycée, c'est un policier en fait, il se fait passer pour un instituteur pour trouver le père d'un des étudiants qui est en fait dealer. Et donc il veut arriver à trouver des informations en passant par son enfant. J'ai pas regardé la série, mais vraiment la saison 2 va commencer, donc voilà, j'ai lu ça, c'est quelque part. Et la deuxième chose auquel je pense, mais je pense que c'était pas vraiment instituteur dans le sens strict, c'était plutôt professeur d'étudiants un peu plus âgés, c'est Bad Teacher avec Cameron Diaz. Voilà. Et il y avait Pas mal aussi celui-là. il y avait 2 films. Moi, j'avais pas du tout aimé. Non, ça va. J'étais vraiment Il faudrait peut-être que je le revoie, parce que c'est vrai que c'est le genre d'humour un petit peu qui doit pas avoir très bien vieilli, parce qu'il y a vraiment un type de comédie un peu, allez, je sais pas comment dire, mais entre 2007 et 2011-12, il y avait vraiment les grosses comédies américaines bien lourdingues. Il y avait vraiment un type d'humour. Après, c'est un peu changé. Devenu un petit peu plus subtil. Il y a eu des comédies justement dans les séries un peu plus comme Community, Park and Recreation, Modern Family, où c'est devenu un petit peu plus subtil, et ça s'est retranscrit plus dans les films aussi. Bad Teacher, ça fait encore partie des grosses comédies un peu style Judd Apatow, avec les comédies un peu potaches, genre style avec Seth Rogen et tout ça, C'est ça. que j'avais bien aimé à l'époque, mais qui certainement ont mal vieilli. Oui, je pense pas que je le reverrai, mais donc c'est Jude Potash Reda Potas. pour les jeux de mots. On va terminer là pour instituteur, je pense que c'est déjà pas mal. Si vous avez d'autres choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je lance le générateur pour le deuxième mot. Ah, il ne veut pas, il me dit que c'est une erreur. Pourquoi? Ah oui, je relance là. C'est sacrifice. Alors là, à mon avis, tu vas peut-être nous dire, avec des films d'horreur, je pense qu'il y a de quoi dire. Sacrifice. Oui, ça me fait penser au film de Wicker Man avec Nicolas Cage, qui est un remake d'un film de 1973, si je me souviens bien. Et donc j'ai pas vu l'original, mais j'ai vu celui avec Nicolas Cage. Et justement, ben, je vais pas spoiler la fin du film, mais ça implique, ça implique le mot qui vient d'être dit. Et c'est assez, c'est quelque chose qui m'a marqué. Ok. Moi, je pense plus basiquement à un sacrifice. Bon, sacrifice, c'est très abstrait comme terme, donc je pense plus simplement à Titanic, puisqu'il n'y avait pas assez de place, soi-disant, sur la planche pour les deux, pour Rose et pour Jack. Et donc Jack s'est sacrifié quelque part. Donc moi, je pense juste à ça, mais je suis sûr qu'il y a plein d'autres films. Alors qu'il aurait très bien pu tenir sur cette. Oui, C'est tous, on le sait tous. effectivement. Ouais. Voilà. Donc il s'est sacrifié pour rien. Ouais. Bon, je n'ai pas d'autres sacrifices en tête, mais il y en a certainement d'autres. Surtout dans le domaine du film d'horreur, je pense. Ça doit être assez important. Troisième mot? Ouais. Alors, Antiquité. Antiquité. Pas facile, ça, Antiquité. Pourtant, on est à Bruxelles, où il y a le marché aux puces toute la semaine sur la place de jeux de balle. Enfin, c'est à ça que ça me fait penser, la première chose, mais ça n'a pas de rapport avec un film. Si, on peut faire un lien avec... Alors, le lien est un peu loin, parce que donc sur la place du jeu de balle, ça me fait penser aux albums de Tintin, parce que dans les albums de Tintin, de Hergé, Tintin passe à un moment donné je crois que c'est dans Le secret de la licorne, il passe sur la place du jeu de balle,
Et il y a eu un film, Les Aventures de Tintin, Le Secret de la Licorne, avec Spielberg, qui n'a pas été refait d'ailleurs, enfin qui n'a pas été continué. Il n'y a pas eu de Il suite. n'y a pas de suite, c'est dommage. Moi j'ai bien aimé ce film, mais bon, Je l'ai vu une fois au cinéma, j'avoue que j'en ai un très lointain souvenir. il était mal coté, je pense. Ouais. Mais d'ailleurs, Spielberg était venu à l'UGC de Brooker Ah oui, pour la première du film, parce que comme Tintin est belge, oui, tout à fait. Oui, oui. Voilà, c'est Antiquité, c'est ça qui ça me fait penser, mais sinon, c'est encore un terme assez vague. Hein. moi, Antiquité, ça me fait aussi penser encore à un film d'horreur, et surtout au 4e et 5e opus de la saga Amityville, parce que dans le 4e, ce sont des objets hantés. Dans le 4e, c'est une lampe hantée, donc c'est une lampe, c'est une antiquité. Dans le 5e, c'est une horloge. Donc ça me fait penser à ces films. Voilà. Oui, de nouveau. Et dans le 6e, c'est un miroir. Ah oui, 4, 5, 6, c'est chaque fois le mal de Amityville, en fait, est transposé dans un objet, dans une antiquité. oui, c'est un trope assez classique pour un film d'horreur, donc effectivement, c'est pas trop étonnant. On fait encore un ou deux mots? Oui, ok. Ok, je relance le générateur, c'est parti. S'il veut bien, de nouveau, il ne veut pas. Oui. Mouchoir. Ça me fait penser au petit mouchoir, mais Ah oui, je l'ai pas oui, juste, oui, pas vu. Tu l'as vu? je l'ai vu il y a quelques temps, il y a 2-3 mois, je pense. Ah. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Non, oui, c'est très culte, c'est très classique au niveau français, et c'est très apprécié. Mais j'ai trouvé que ça parlait tout le temps. En fait, ça m'a pas intéressé. L'histoire m'a pas du tout intéressé. Je suis pas du tout rentré dedans. Et je me suis pas du tout attaché au personnage. Donc j'ai vraiment, vraiment détesté. Rappelle-moi, c'était avec qui? C'était avec Marion Cotillard, non? Et Marion Cotillard, il y a Guillaume Canet. Il y a plein d'acteurs français qui sont dedans. C'était déjà dans Jeux d'enfants ensemble, non? Jeux d'enfants, Marion Cotillard et Guillaume Canet. Mais Et les petits mouchoirs, c'est aussi... C'est Clapiche? non, c'est Guillaume Canet, le réalisateur. Hein. Attends. Les petits mouchoirs, c'est Canet? C'est Canet qui a réalisé. Les Jeux d'enfants, c'était Canet aussi. Pas sûr. C'était pas... Je pense que c'était pas Clapiche, mais les jeux d'enfants, je suis pas sûr que c'est Canet, je pense pas, mais Je les deux, je crois que... mouchoir, je suis sûr. Sinon, qu'est-ce que ça peut dire, mouchoir? Ça pourrait être quoi? Une boîte de mouchoirs? Un personnage qui serait malade, peut-être? Qui aurait un intérêt dans le film? Il y a un personnage qui me vient à l'esprit, c'est dans Jurassic Park, l'informaticien obèse, qui est enfin le méchant dans le film. Il me semble qu'il a un mouchoir à un moment donné, mais ça n'a... Oui, c'est ça. Vous n'avez pas dit le mot magique. Ah, mais je pense pas que le mouchoir a une importance dans le film, c'est juste que ça m'y fait penser comme ça. Mais Oui, moi, vraiment, si on va loin, ça me fait aussi penser à encore de l'horreur. oui, Salma Hayek dans The Faculty, qui date de 98, et elle joue une professeure, voilà, qui est toujours malade, donc elle a toujours un mouchoir. Elle a vraiment un tout petit rôle. Elle a toujours un mouchoir, elle est toujours en train de se moucher. Donc voilà. oui, mais c'est mieux. C'est mieux, je crois, comme référence. Ouais. Bon, on n'aura pas mieux, je pense. Hein. Non. Mot suivant, le dernier, générateur en cours. Oh, je vais le passer parce que c'est renoncement. Je pense qu'on va prendre un autre. Hein. Oh, ça me fait penser au non Sophie, le film avec Meryl Streep. J'ai pas vu. Ah, mais il faut que tu le vois. Enfin, moi, c'est un film que j'ai vu une fois. C'est à la fois un film que j'ai adoré, mais que je ne veux plus regarder parce que c'était tellement, tellement dur. Ah oui. Mais c'était incroyable. Voilà, donc ça date de 82, je crois. Ok. Elle a gagné son 2e Oscar. Pour ça, le premier, c'était avec Kramer contre Kramer. Ah oui, que j'ai pas vu non plus. Mais je connais l'histoire. Et voilà, donc le renoncement. Voilà. Ah bah très bien, alors on garde renoncement. Moi, ça me fait penser à rien du tout parce que c'est trop abstrait pour moi, renoncement. C'est un peu compliqué. Bah, c'est le choix. Le choix de Sophie, enfin, c'est son renoncement. C'est ça. Mais je ne te dis pas à quoi ça fait référence. Non, mais je l'ajouterai dans ma liste. Merci. Ok, on va s'arrêter là pour le jeu. Mais voilà, le jeu du saladier, c'est donc Calmos et vous avez le lien en description. Et enfin, pour cette dernière séquence, ce seront les petites recommandations, si on en a. Moi, j'ai une recommandation. Est-ce que toi, tu as des recommandations de films, de séries? Non, j'ai fait pas mal de choses récemment, mais rien qui ne vaille vraiment la peine d'être recommandé. Ok. Donc, non.
Oui, j'ai vu pas mal de films aussi récemment que je ne recommanderais pas, mais vous avez tous mes avis sont sur CinéSem ou vont arriver bientôt. Moi, j'ai juste une série à recommander qui s'appelle, et je pense que je n'en ai pas encore parlé dans le podcast, c'est For All Mankind, pour toute l'humanité, qui a commencé en 2019 déjà, donc ça fait quelques années, et la saison 5 est en cours maintenant en 2026. Et l'histoire, le pitch de base, c'est que en 1969, c'est la Russie qui gagne la course à l'espace, qui arrive la première sur la Lune. Et grâce à cet événement, c'est une dystopie, donc un changement dans l'histoire. La course à l'espace n'a jamais pris fin. Et donc, la saison 5, maintenant, on est en 2012 dans la timeline de la série. Et là, ils sont déjà sur Mars, en fait. Ils ont déjà établi une base sur Mars. Et là, la course à l'espace continue. Évidemment, la course aux ressources, à acquérir les ressources qui sont sur les planètes ou dans les astéroïdes. Et ça engendre plein de choses. Mais la série aborde plein de thématiques très, très intéressantes. Il y a aussi une dystopie historique avec des parallélismes avec les vrais événements, donc les vrais présidents américains qui se sont succédés. On voit ce qu'ils sont devenus. Bah, il a perdu la course, et donc il est devenu ceci, machin. C'est vraiment très intéressant, je trouve, et très, très bien fait au niveau des costumes, des décors, de la précision scientifique aussi. Je pense qu'ils ont vraiment fait un travail énorme. En tout cas, je suis très, très fan de cette série. J'adore vraiment la regarder. Il y a un nouvel épisode qui est sorti bientôt. Je vais le regarder tout à l'heure ou demain. Et donc, je vous je suis très, 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 très hypé par rapport à cette série et je suis vraiment impatient de voir la suite qu'ils vont donner vraiment parce qu'après Mars, qu'est-ce que ça va être, quoi. Voilà, parce que ça me fait penser à une autre série, mais qui est déjà terminée depuis quelque temps. C'était The Expanse, qui est adapté d'une série de livres et qui parlait aussi de spatial, hein, toujours de la science-fiction. Et qui aussi était intéressante au niveau des thématiques et au niveau de l'histoire était un peu moins intéressante parce qu'à un moment donné, ça basculé dans le fantastique et j'ai trouvé ça un peu moins bien. Mais le début était vraiment très bien. La première saison est souvent bien et après moins bien. Sinon j'ai commencé la saison 2 de Citadel sur Prime Oui, c'est avec et Priyanka Chopra et oui, John Madden. et Richard Madden, Richard Madden. effectivement. Mais en fait, c'est très lourd et je me demande si je vais continuer à regarder parce que Il y a même eu des spin-offs de ça. Il y a eu un oui, spin-off à Bollywood et un je l'ai spin-off pas vu. italien. Oui, oui, tout à fait. Je les ai pas vus, mais en fait, je regarde avec les pieds de plomb cette deuxième saison, donc je pense que je vais arrêter. Mais Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc non, si vraiment tu regardes avec des pieds de plomb et que ouais. tu perds des gens en intérêt, c'est que c'est vraiment pas fameux. Mais en tout cas, c'est moi que ça me passionne. La première saison m'avait intéressé parce qu'il y avait ce twist de réactiver un agent, sans spoiler vraiment, hein. C'était intéressant. Ici, j'ai l'impression qu'on tourne un peu en rond et j'arrive pas à me remettre dedans. En fait, j'ai l'impression que c'est long, il y a beaucoup de plans. En fait, il y a un plan qui est très long d'exposition où on voit un personnage qui fait quelque chose, mais très calmement. Et puis, il y a un plan d'action qui dure 10 minutes avec des boum boum pam pam, il se tire dessus, il y a de l'action, vraiment action. Et ça se succède comme ça. Et je trouve pas ça très intéressant, en fait. Mais Moi, c'est peut-être moi, hein. j'ai entendu dire que c'était l'une des séries les plus chères jamais produites, que c'était produit par les frères Russo, là, Joe et Anthony Russo, qui ont fait les Avengers. Et donc, je me demandais justement par rapport aux scènes d'action, parce que moi, j'ai pas vu la série, je me suis tâté à un moment donné, mais finalement, j'ai laissé ça sur le côté. Est-ce que les scènes d'action, est-ce que le budget est bien mis dans les scènes d'action? Est-ce que c'est... Oui, ah oui, non, là, on voit qu'il y a du budget, ça on le voit. Ça, c'est pas cheap au niveau du visuel, mais personnellement, je n'arrive pas à rentrer dedans. En fait, l'espionnage, j'aime bien quand il y a des gadgets, genre James Bond et tout ça avec Q. Et là, je pensais qu'il y aurait plus de gadgets, et pour le moment, il n'y a pas. C'est beaucoup des dialogues, c'est beaucoup des expositions, et je pense que c'est ça qui me plaît pas dans cette série. Enfin bon, donc c'était une anti-recommandation, mais je pense qu'elle a du succès quand même, hein. Je crois qu'elle est classée numéro 9 en Belgique sur Prime, donc voilà. Plus de, plus de commentaires par rapport à ça, les recommandations de films ou de séries. Non, après, c'est pas non plus quelque chose que je recommande, mais dernièrement, j'ai un collègue à moi qui m'a dit qu'il avait été au BIF. Donc, c'est le festival du film fantastique de Bruxelles. Exact. Et qu'il avait vu là-bas un film qui s'appelle Beast of War. Et donc, ça se passe en Australie en 1942-43, donc pendant la guerre. Et enfin, c'est en Australie, donc je sais pas
exactement, j'imagine que c'est la Deuxième Guerre, mais je sais pas si les Australiens, vraiment, en tout cas, bref, ça se passe en Australie dans les années 40. Et il y a des soldats qui se font attaquer. Ils sont sur un bateau, leur bateau se fait canarder par un avion et donc du coup, certains meurent et les survivants, sont sur des morceaux du bateau en plein océan et un requin commence à rôder autour d'eux et ils doivent essayer de survivre et de ne pas se faire dévorer par le requin. C'est un film australien effectivement. C'est un assez petit budget parce qu'on voit quand même que bon, parfois on voit un peu la lumière, un peu la lumière qui est censée être celle du soleil, mais on voit quand même un peu beaucoup que c'est studio. Mais le requin, contre toute attente, est assez bien fait, il est assez effrayant. Il n'agit pas du tout comme un requin normal dans le sens où il revient à la charge, constamment, il en bouffe un, il part 5 minutes, il revient, il en bouffe un autre. Donc c'est un requin complètement psychopathe. Mais en même temps, c'est un peu, ce qu'on recherche dans un film, ça reste du divertissement, ça reste, voilà, s'il agirait vraiment comme un vrai requin, il y aurait pas grand chose à voir. Mais, voilà, donc mon collègue me l'a recommandé. Du coup, je me le suis procuré. Mmh. Je l'ai regardé, j'ai trouvé ça très sympa. Donc pour ceux qui aiment les films de requins, regardez Beast of War parce que parmi la multitude de films de merde sur les requins en nous pond chaque année, celui-là est quand même dans le haut du panier. Donc, les amateurs de ce genre de film, allez-y, regardez-le. C'est pas c'est pas incroyable, mais c'est un bon film de requin. Ouais. C'est vrai qu'au BIF, j'y étais 2-3 fois, mais j'ai pas été cette année. Il y a parfois des bonnes petites pépites, mais vraiment qui sont pas du tout distribuées chez nous. Donc les festivals, c'est vraiment l'occasion de découvrir des petites pépites parfois. Et je me souviens que j'avais été une année, alors j'ai oublié le nom du film, mais il est sur Cinesam, il est critiqué sur Cinesam. C'était un film russe avec une invasion d'aliens aussi et c'était pas trop mal, mais on voit aussi le côté un peu budgétaire, qui était un peu défaillant parfois, mais ça peut rester un bon divertissement effectivement. Mmh. Mais c'est vrai pour rebondir là-dessus, c'est vrai que le BIF, moi, il y a beaucoup de choses que il y a quelques années, il y avait une amie à moi qui m'avait invité, finalement j'y avais pas été, mais on avait déjà décidé à l'avance des films qu'on voulait voir et au dernier moment, j'ai pas pu y aller et puis finalement, je me suis dit: «Tant pis, bon, ils sortiront bien en Blu-ray ou DVD» et au jour d'aujourd'hui, toujours pas. Enfin, il pense qu'il y a les 3/4 des films qui sont restés, mais vraiment, voilà, qui ne sont jamais réapparus sur aucun support. Donc après oui, il y a toujours moyen de les trouver autrement, par d'autres biais, hein, mais c'est quand même étonnant que enfin voilà, il faut savoir de quel film il s'agit parce qu'on n'en entend pas du tout parler. On n'en entendait pas parler à l'époque du BIF. Enfin, il fallait vraiment être au BIF même pour voir de quel film il s'agissait et on en entend plus parler de nos jours, maintenant. Donc il faut se souvenir des films et ensuite, essayer de les chercher. Donc ça reste très obscur Oui, c'est ça, c'est vraiment des et je trouve ça dommage parce que c'est dommage. il y a énormément de petites pépites et moi je suis sûr que je loupe plein de trucs, que j'adorerais. Oui, oui. Peut-être que ça va ressurgir à un moment donné ou qu'il y aura des rétrospectives, peut-être à un moment donné, mais c'est vrai que c'est souvent des choses qui sont vraiment pas du tout distribuées ou très, très peu, ou peut-être qui sont distribuées dans leur pays d'origine, parce que c'est souvent des films étrangers et pas en Europe ou pas en Belgique en tout cas, ou en France. Mais oui, ça existe, je je repense à l'exemple de Mars Express, bon, qui a bien été distribué en France et en Belgique aussi, mais quand il est sorti en France, il n'était pas du tout en Belgique. Il a fallu attendre, je pense, 6 ou 7 mois. C'était au festival Anima, je crois, ici en Belgique, que je l'ai vu pour la première fois et il est sorti en salle beaucoup plus tard, presque un Oui, mais oui, c'est ça, mais attends, je pense qu'en France, il était sorti en octobre ou novembre, et en Belgique, tu l'as vu à Anima, mais genre en avril-mai. oui, c'est ça, quelques mois plus tard, oui, c'est ça. Oui, mais tu l'as vu à ce festival et encore, c'était pas la Pas la sortie sortie. officielle, donc fallait encore attendre X mois avant qu'il Oui, sorte. oui, oui, c'est ça. Il y a eu pratiquement 1 an de décalage, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui, parfois c'est bizarre la distribution des films. Ouais, et je me souviens, tu étais assez dégoûté parce que tu trouvais le film incroyable. Le film est très, très bon. Ça, c'est une très bonne recommandation pour le coup, c'est Mars Express. Je sais pas s'il est déjà en DVD ou je Blu-ray, il me semble. Il me semble que maintenant il peut être disponible, mais franchement, très bonne surprise, film d'animation, science-fiction, enquête policière, vraiment petite pépite, le dessin, l'animation est magnifique et c'est du français, pour être un peu chauvin, enfin, nos amis français.
Ok, on va s'arrêter là pour maintenant. Merci de nous avoir écoutés. Merci Oli d'être venu animer avec moi. C'était votre dose de cinéma. On se retrouve au prochain clap. Salut!